Bien, eh bien, je vous propose de commencer le séminaire d'aujourd'hui et j'ai le très grand plaisir d'accueillir mon ami Emmanuel Dupoux pour nous parler aujourd'hui des modèles théoriques de l'apprentissage du langage et de l'apport du machine learning, de l'apprentissage par ordinateur. Emmanuel et moi, on se connaît depuis très longtemps, puisqu'on était ensemble en prépa, en maths sup et en maths spé, avant de rentrer ensemble à l'école normale supérieure. Et à l'époque, on rêvait déjà d'ailleurs d'intelligence artificielle et je pense que les avancées d'aujourd'hui nous avaient vraiment fait rêver. Il y avait un troisième larron avec nous en maths sup et en maths spé qui s'appelle Léon Botou, qui a aussi fait une carrière absolument magnifique en intelligence artificielle. Donc ça fait plaisir de voir à quel point les choses ont progressé. Et Emmanuel a fait une carrière d'abord de jeune mathématicien à l'école normale supérieure. Il fait partie de ces gens qui ont fait des sciences cognitives après avoir fait des mathématiques et de l'informatique, ce qui à mon avis est extrêmement intéressant. Et il n'a pas cessé d'entretenir les liens bidirectionnels entre ces différents domaines. Il est rentré au corps des télécoms, puis il a fait un postdoc à l'université d'Arizona, et il est revenu en France pour prendre un poste de directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, tout en créant plusieurs choses. D'abord, en déplaçant son laboratoire et en dirigeant un très grand laboratoire, le laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques à l'école normale supérieure, où il est toujours en ce moment, et en créant aussi à l'école normale supérieure le CogMaster avec d'autres collègues, c'est-à-dire le master de sciences cognitives qui nous est envié universellement dans le monde pour sa pédagogie, donc d'introduction aux sciences cognitives pour des étudiants de toutes les disciplines, que ce soit des philosophes, des psychologues, des informaticiens. Il y a des gens de l'école polytechnique qui viennent régulièrement chaque année suivre ce master. Donc c'est une très grande réussite qu'on peut mentionner et qui a été lancée au départ par Emmanuel Dupoux. Alors voilà, aujourd'hui, Emmanuel Dupoux, après avoir fait toute une carrière de recherche sur les apprentissages des petits-enfants, avec Jacques Meller, qui est notre patron, tous les deux de thèse. On peut mentionner d'ailleurs que, Emmanuel, que tu as publié il y a déjà pas mal d'années un livre avec Jacques Meller, co-auteur avec Jacques Meller, qui est le livre Naître humain, qui est à l'heure d'aujourd'hui le livre de référence encore pour la cognition des tout petits enfants, ce qui se passe dans la première année de vie, la cognition des bébés. Et Emmanuel Dupoux s'est ensuite intéressé à la manière de formaliser ces apprentissages chez les petits-enfants. Et le parallèle avec le machine learning, ça va être l'objet de la discussion aujourd'hui. Est-ce qu'on peut recréer dans des machines et donc comprendre les algorithmes qui font qu'un petit enfant est capable d'apprendre sa langue maternelle ? Je pense que vous savez que malgré les progrès récents de l'intelligence artificielle, les choses ne sont pas aussi fabuleuses qu'elles pourraient être actuellement. Et par exemple, il faut beaucoup plus d'exemples. Je crois qu'Emmanuel va nous en parler de façon très quantitative. Les machines qui apprennent aujourd'hui la structure de la langue apprennent des choses d'abord relativement superficielles, mais surtout sur la base d'une exposition à des corpus de données qui sont beaucoup plus grands que ceux dont dispose un petit enfant. Donc il y a encore un mystère, arriver à modéliser l'apprentissage du langage chez l'enfant. C'est l'objet des travaux d'Emmanuel Dupoux. Et je voudrais ajouter que récemment, il a lancé une collaboration très étroite avec le laboratoire Facebook AI Research, le laboratoire de Facebook à Paris, on a la chance d'avoir un laboratoire qui est dirigé par Yann Lequin, mais qui est ici sur le site de Paris. Et puis Emmanuel vient de me dire que son équipe, qui est donc à l'intérieur du laboratoire de sciences cognitives de l'ENS, laboratoire du CNRS, eh bien son équipe est maintenant affiliée à l'INRIA, ce qui veut dire qu'on est vraiment donc aux confins de l'informatique et des sciences cognitives aujourd'hui. Donc merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté mon invitation et nous t'écoutons avec attention dès que le micro sera prêt. Bon, d'abord, merci beaucoup Stan de cette introduction tout à fait flatteuse. Je suis très heureux d'être ici et honoré d'être parmi vous et pour vous parler un petit peu de mes dernières lubies, de mes dernières disons, intérêts dans cette interface en constant déplacement entre sciences cognitives et informatique. Alors en fait, bon, moi, je me suis intéressé à l'apprentissage du langage depuis le départ, depuis la thèse avec Jacques Meller. L'apprentissage du langage, c'est un sujet sur lequel, finalement, tout un chacun a une idée assez claire,
puisque en fait, il suffit d'observer des enfants autour de nous et en tant que parents, on a l'impression finalement que l'apprentissage du langage est quelque chose qui est assez naturel et qui se passe de façon tellement simple qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à en comprendre. En réalité, bon, moi j'ai passé, ainsi que beaucoup de mes collègues, beaucoup d'années à essayer de... Oui, allô, de démonter ce processus et de l'étudier avec différentes méthodes, les méthodes essentiellement expérimentales, donc, où il s'agit cette fois-ci de placer le bébé dans un dispositif expérimental dans lequel on va le stimuler avec un certain nombre de stimuli et on va essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau du bébé arrive à reconstruire l'intention du parent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une approche un petit peu différente. C'est une approche qui est, on va dire, plutôt pilotée par des questions d'ingénierie. C'est-à-dire que la question qu'on va se poser ici, c'est pas tellement comment est-ce qu'on peut étudier le cerveau du bébé par différentes méthodes, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que le bébé essaye de faire d'un point de vue, disons, des fonctions de l'algorithme que le bébé emploie quand il apprend le langage. Et donc, pour poursuivre cette approche, on va essayer de se poser la question de comment on pourrait construire un système qui ferait comme le bébé. D'accord ? Alors, avant de se lancer là-dedans, on va regarder un petit peu, je m'excuse, toute ma présentation est en anglais, mais je vais essayer de m'exprimer en français, autant que je peux le faire. Donc, en fait, quand on regarde l'apprentissage du langage, on est face à deux problèmes de puzzle extrêmement compliqués et difficiles. Le premier, je l'ai appelé le problème du bootstrapping, par manque d'équivalent en français. Ce problème-là peut être résumé par deux sous-problèmes. Le problème d'apprenabilité et un problème de codépendance. Alors, le problème d'apprenabilité, il est lié au fait que si vous prenez un adulte qui a appris une langue, il va être capable de comprendre et de produire des phrases, un nombre de phrases considérable, en fait, virtuellement illimité. Donc là, vous avez la phrase la plus longue du français. En fait, je peux assez facilement battre Proust en vous faisant une nouvelle phrase du genre Proust a écrit la phrase suivante, et voilà la phrase. Donc là, j'ai créé une phrase qui est plus grande que la plus grande phrase de Proust, et vous êtes capable de la comprendre sans aucun problème. Et ce qui est difficile à comprendre dans ce problème-là, c'est que si vous prenez maintenant un enfant, lui, aura eu une exposition au français qui va être forcément limitée. On peut faire la liste de tout ce que l'enfant a entendu. C'est un nombre de phrases qui est finalement petit par rapport à ce qu'il est capable de produire et de comprendre par la suite. Donc ça, c'est le problème de l'apprenabilité. C'est un problème en fait logique qui est un problème extrêmement difficile à résoudre. Deuxième problème, c'est que si on regarde un petit peu la structure du langage, donc comme vous avez dû le voir, le langage est composé d'un certain nombre de composantes. Vous avez des composantes phonétiques, phonologiques, syntaxiques, lexicales, morphologiques, etc. Et qu'on essaie de comprendre comment un système pourrait apprendre, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de dépendances, de codépendances entre ces systèmes. Je peux vous l'illustrer avec un cas. Si vous prenez le cas des phonèmes, donc les phonèmes, c'est les consonnes et les voyelles d'une langue. Si on demande à un linguiste quelles sont les consonnes et les voyelles du français, il va vous dire, bon, regardons les mots du français. Et on va prendre par exemple le mot pain et le mot bain. Est-ce que ça veut dire quelque chose de différent? Il va vous interroger, vous allez dire oui. Bon, donc on va en conclure que P et B sont deux phonèmes du français qui permettent de faire cette distinction sémantique. Si vous faites le même exercice dans une autre langue, vous allez par exemple en arabe, vous pourriez conclure qu'il n'y a pas de différence. Ou vous prenez le R et le L qui existent en anglais, qui n'existent pas en japonais. Bon. Donc ça pourrait indiquer que pour apprendre la phonétique, il faut avoir quelque part la morphologie. Il faut déjà connaître des mots pour pouvoir apprendre la phonétique. Mais inversement, si vous essayez de fabriquer un système qui va reconnaître les mots, vous aurez besoin des phonèmes pour reconnaître les mots. Donc là, on a une espèce de problème de poule et d'œuf. Et si on regarde l'ensemble du système linguistique, on a un problème de poule et d'œuf qui se produit à tous les niveaux. D'accord ? Donc ça, c'est des problèmes très difficiles pour lesquels on n'a pas de réponse. Et l'étude psycholinguistique du bébé, on peut enregistrer
tous les EEG qu'on veut, on peut faire toutes les expériences de temps de regard qu'on veut, on ne va pas pouvoir répondre à ces deux problèmes compliqués. Le deuxième puzzle, c'est celui des trajectoires d'acquisition. Et là, on peut s'en rendre compte quand on regarde un petit peu ce schéma-là. Donc, dans ce schéma-là, c'est un schéma qui essaie de résumer, disons, les 30 dernières années des recherches en acquisition du langage. Donc, chacune de ces boîtes ici correspond en fait à un résultat qui a été obtenu par une expérience de type, disons, psycholinguistique ou neurolinguistique chez l'enfant. Vous avez dans l'axe des X ici le temps, donc en mois, le nombre de mois du bébé. Et vous avez ici sur l'axe des Y un certain nombre de composantes du langage. J'ai mis seulement les composantes des consonnes et des voyelles, ici la prosodie, la forme des mots, la sémantique. Et vous voyez que l'enfant, en fait, une des choses qui est assez frappante dans ce graphe, c'est que l'enfant apprend extrêmement tôt. Il commence à se faire une idée des voyelles et des consonnes de sa langue, par exemple, autour de 4 à 6 mois, alors qu'il n'est pas encore capable de produire des mots. Mais en réalité, en même temps, il est capable de comprendre un certain nombre de mots qui sont très fréquents. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un apprentissage qui est extrêmement précoce, qui est un apprentissage en fait, qui est graduel, parce que là, cette boîte-là indique que l'enfant commence à être sensible aux consonnes et aux voyelles, mais la fin de cet apprentissage se situe beaucoup plus tard, et même en fait au-delà de la première année. Donc on a un apprentissage graduel et simultané de toutes les composantes linguistiques à la fois, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à comprendre d'un point de vue théorique. Comment ça se fait ? Un autre phénomène qui est aussi fait partie de ce puzzle, c'est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est si vous prenez un enfant qui est élevé dans un milieu, disons, aux États-Unis, dans un milieu socio-économique relativement aisé, et que vous comptez le nombre de millions de mots, le nombre d'heures de paroles qu'il va entendre, vous arrivez à un chiffre qui est assez élevé ici, 40 millions de mots au bout de 3 ans, ce qui correspond environ à 1200 heures de paroles. Maintenant, ce chiffre-là, qui a été longtemps considéré comme étant le chiffre standard pour l'apprentissage du langage, en fait, on s'est aperçu qu'il dépend complètement du milieu socio-économique et également de la culture. Là, vous avez toujours aux États-Unis des enfants qui sont de milieux socio-économiques plus défavorisés, et vous avez une énorme différence en termes de nombre de mots que ces enfants ont entendus. Et si maintenant vous changez de culture et vous allez dans des cultures plutôt ici rurales, pour aller ici jusqu'aux Timanais, qui sont une population proche des chasseurs-cueilleurs, vous avez un facteur 10 à 20 entre ces deux cas extrêmes. Et pourtant, les enfants arrivent à apprendre le langage. Tous ces enfants-là, quel que soit leur input, donc avec des variations considérables de données qui leur sont disponibles, sont capables d'apprendre le langage. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer ça? Là, Stanislas faisait référence effectivement au machine learning. Donc, voici le nombre d'heures correspondant pour des systèmes qui apprennent à reconnaître la parole et à faire de la transcription automatique. Il y a le système de Microsoft, pour qui il faut 2000 heures. Le système de Baidu, 120 000 heures, enfin, 12 000 heures. Et Google se met à développer des systèmes avec encore plus d'heures. Donc là, vous voyez que les enfants, d'une part, ont besoin de beaucoup moins de données pour apprendre à traiter le langage que des systèmes automatiques, mais également, ils montrent une variabilité, une capacité d'apprendre en dépit finalement de réduction de quantité de données relativement considérable. Voilà. Donc tout ça c'est, disons, toutes ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques qu'on a observées depuis des années qu'on étudie l'apprentissage du langage et qui sont malheureusement pas encore comprises. Ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir expliquer ces faits-là. Alors, si on prend maintenant les approches théoriques, et c'est ça qui va être le centre de mon exposé aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va, étant donné toutes ces données, qu'on peut continuer à accumuler et à creuser évidemment, c'est très important pour apprendre l'apprentissage du langage, de développer cette investigation empirique, mais il est également important d'essayer de développer des explications. Donc si on regarde du côté de la psycholinguistique, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des cadres conceptuels
Donc là, je ne vais pas évidemment vous détailler tous ces cadres-là, mais ça, donc chacune de ces lignes correspond à un cadre théorique qui a été développé par un certain nombre de chercheurs pour expliquer un grand nombre de ces données que je vous ai présentées. Alors, donc ça, c'est alors c'est difficile de les résumer parce que c'est vraiment à chaque fois on a affaire avec des explications qui essaient d'englober une centaine une centaine de faits expérimentaux. Donc c'est vraiment quelque chose de très très ambitieux. Le problème qu'il y a avec ce type de cadre conceptuel, c'est que c'est essentiellement des explications qui restent à un niveau verbal. Donc on a des explications, par exemple le modèle de Tomasello qui va nous dire que le bébé passe par plusieurs phases. Il a des phases où il va décoder l'intention d'autrui, des phases où il va grammaticaliser ses énoncés, etc. Donc tout ça, c'est des explications verbales qui permettent de synthétiser relativement bien un ensemble de données importants, mais qui ne vont pas vraiment nous résoudre la question de comprendre ces puzzles développementaux. Alors, ce qu'on fait également en psycholinguistique, c'est qu'on essaie de développer quand même une idée des mécanismes d'apprentissage. Et donc, parmi les mécanismes qui ont été étudiés, on a l'idée que l'enfant est un statisticien et qu'il va pouvoir extraire des régularités statistiques de son input. Et donc, la façon dont on étudie ça, c'est qu'on fait des langues artificielles. Donc, Stanislas va faire un exposé là-dessus par la suite. Donc, dans ces langues artificielles, on va faire une langue extrêmement simplifiée avec juste ici, dans cet exemple-là, 2 syllabes. Vous avez la syllabe ta et la syllabe ta, par exemple, qui sont 2 syllabes très subtilement différentes que l'enfant est capable de discriminer. L'adulte un petit peu moins. Mais ensuite, on va entraîner l'enfant avec des distributions de ces syllabes qui sont ici organisées sur un continuum, qui vont être soit avec 2 pics statistiques, soit avec un seul pic statistique. Et ensuite, on va tester sa capacité, après exposition, à distinguer les 2 stimuli extrêmes. Donc ça, c'est un exemple d'étude où on essaie de comprendre un mécanisme d'acquisition en postulant ce mécanisme, en réalisant une expérience avec une langue artificielle et ensuite en testant les prédictions. Donc ça, je dirais que c'est un assez grand succès de la psycholinguistique. Un certain nombre de mécanismes ont été proposés de cette façon-là. La question que ça pose néanmoins par rapport au grand puzzle que j'ai posé dès le début, c'est qu'on n'est pas complètement sûr que ces mécanismes-là vont réellement être utilisés par l'enfant pour l'apprentissage du langage. C'est-à-dire qu'on a tellement simplifié l'input donné aux enfants qu'on contrôle tout, donc on comprend très très bien les caractéristiques des stimuli, mais ce n'est pas du tout évident que ce type de mécanisme, par exemple, est utilisé pour apprendre les phonèmes. De la même façon, Gary Marcus a étudié des mécanismes qui permettent d'apprendre des règles, en présentant des syllabes qui sont soit répétées, soit non répétées, ABB versus ABC. Donc là, c'est un domaine de la recherche qui est absolument fascinant et qui permet aussi de comparer l'apprentissage chez le bébé, l'apprentissage chez l'animal, etc. Mais qui, à mes yeux, pose le problème de savoir est-ce qu'on est réellement en train d'étudier un mécanisme d'apprentissage du langage ou est-ce qu'on est en train d'étudier un mécanisme finalement relativement générique d'apprentissage ou qui puisse servir à autre chose qu'à du langage. Alors on peut passer à la linguistique formelle, donc ça c'est un autre domaine qui s'est intéressé de près à l'apprentissage du langage. Et là, on a des approches beaucoup plus théoriques, à commencer par les travaux fondateurs de Gold, qui a proposé en 1967 ce paradigme d'apprentissage, d'apprenabilité à la limite. Donc là, l'idée, c'est qu'on va finalement simplifier le problème en supposant que l'adulte est muni ici d'une grammaire. Donc la grammaire, c'est un dispositif génératif qui va générer un nombre infini de phrases. Au cours du temps, l'adulte va piocher dans ce nombre infini de phrases pour produire des énoncés qui sont des entrées, des inputs à l'enfant. Et ensuite, l'enfant, on va avoir un mécanisme d'apprentissage qui, sur la base des entrées obtenues jusqu'à l'instant donné, va postuler des grammaires. Donc dans ce formalisme-là, on va dire que l'enfant a appris la grammaire adulte si, à partir d'un certain instant TA, il a postulé une grammaire qui est équivalente à la grammaire de l'adulte et ensuite ne change plus. Donc ça, c'est une formalisation qui est extrêmement utile, qui a permis de dériver un grand nombre de résultats théoriques, de théorèmes.
Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important, et ce type de paradigme a été ensuite développé, disons, décliné à différents niveaux de la grammaire, comme par exemple la grammaire phonologique ou la syntaxe. Le problème qu'il va y avoir avec ce type d'approche, néanmoins, c'est qu'on n'est pas complètement sûr que les hypothèses qui sont faites dans ce type de schéma sont valides, c'est-à-dire qu'elles se produisent réellement dans le cas de l'enfant. Donc, exemple d'hypothèse qui est proposé ici, il n'y a que le parent qui parle, l'enfant ne répond pas. Bon. Un autre, et ça, ce n'est pas forcément le cas, enfin, si vous avez eu des enfants, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, et qu'il puisse donc y avoir à ce moment-là une rétroaction entre ce que dit l'enfant et ce que va dire le parent. Donc ça, ce n'est pas pris en compte dans ce type de modèle. Donc ça, c'est une des limites de l'apprentissage à la limite. Il y a un autre problème qui est peut-être plus grave, c'est qu'en réalité, on va considérer qu'un algorithme réussit à apprendre une langue s'il existe un temps TA au-delà duquel, blablabla, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il n'y a aucune contrainte sur le temps TA. Et donc le temps TA pourrait en fait être 1 million d'années. On considérait que le système a appris. En réalité, ce qui se passe chez l'humain, c'est qu'à partir d'un certain, disons que il existe une espèce de borne naturelle, disons, après la puberté, on peut considérer que le système a appris, l'enfant a appris un système linguistique qui va rester stable ensuite. Donc ça, ce type de contrainte plutôt biologique n'est pas vraiment pris en compte dans cette approche-là. Ok, alors, autre approche, et là on se rapproche un petit peu, disons, du machine learning, c'est une autre communauté encore, s'est intéressée depuis fort longtemps à l'apprentissage du langage. Et moi j'ai appelé ça l'intelligence artificielle développementale. C'est un terme qui n'est pas utilisé par la communauté, qui ne se reconnaîtrait pas de cette façon-là. En réalité, il s'agit de communautés à chaque fois différentes, qui sont un petit peu fragmentées, mais qui se sont, disons, inspirés par la psychologie et les sciences cognitives, ont essayé de proposer des algorithmes précis qui essaieraient de répondre à ce problème de modéliser l'apprentissage. Et donc là, on peut distinguer 3 paradigmes différents qui ont été proposés. Selon le premier paradigme, l'apprentissage du langage, c'est en fait, ça revient à essayer d'un point de vue computationnel, à construire une représentation compacte de ce qu'on a entendu. Je vais vous donner un exemple tout de suite avec la segmentation en mots. Donc, segmentation en mots, vous avez ici une illustration dans la station de métro Concorde. Là, vous avez un texte qui a été écrit sans les espaces. C'est le texte de la Déclaration des droits de l'homme. En fait, vous pouvez assez facilement le lire, ce texte, parce que vous connaissez le lexique du français. La situation qui essaye d'être modélisée dans ce problème de segmentation en mots, c'est maintenant imaginer que vous ne connaissez pas le français du tout. Est-ce que vous pourrez néanmoins récupérer les frontières de mots? Apprendre simultanément finalement le lexique et le découpage. Donc ça, c'est ce problème qui a été étudié par Brent lors de sa thèse et ensuite qui a fait l'objet de plusieurs publications. L'idée, c'est qu'en fait, c'est un problème qui est computationnellement qu'on peut traiter en imaginant que ce que ferait le bébé dans ce cas-là. Donc c'est un petit peu la situation du bébé qui entend la parole continue, il n'y a pas d'espace entre les mots. Et donc le problème pour le bébé, c'est d'à la fois découper et d'extraire les mots. Donc ce que ferait le bébé dans cette hypothèse-là, c'est qu'il va essayer de trouver une description de ce qu'il entend qui soit la plus compacte possible. Et donc là, vous avez un exemple qui est donné ici, d'un algorithme qui fonctionne de cette façon-là. Si vous entendez des phrases comme « Do you see the kitty? See the kitty? Do you like the kitty ?» vous allez pouvoir postuler un certain nombre de façons de découper les choses. Donc, par exemple, ici, en fait, ce que vous faites, c'est que dans cet exemple-là, les espaces correspondent à des hypothèses que vous avez faites. Et donc, dans cet exemple-là, en fait, vous allez mettre un espace entre do et you, mais vous n'allez pas découper the kitty. The kitty sera considéré comme un seul mot. Alors, du coup, ce que vous obtenez, c'est un lexique qui va ressembler à ça. Vous avez les différents mots et the kitty considéré comme un mot. À partir du moment où vous avez postulé un lexique comme ça, vous pouvez retranscrire ce corpus en mettant maintenant des pointeurs. À chaque mot, maintenant, vous allez le remplacer par un entier qui correspond à son index dans ce lexique-là. Et ce que vous allez faire pour calculer la compacité de la représentation, c'est simplement additionner la taille du lexique et la taille de la dérivation, et vous obtenez un chiffre. Et ensuite, vous pouvez comparer donc différentes façons de découper les mots. Là, c'est la façon telle que les adultes auraient tendance à le faire.
en mettant une frontière entre chaque mot du dictionnaire. Et ici, vous avez un autre type de segmentation qui obtient un score différent. Et donc, le principe de l'algorithme, c'est en fait de sélectionner la description qui va avoir la taille la plus petite. Dans ce cas-là, en fait, c'est cette description-là qui est retenue, malgré le fait que le système a mal segmenté The Kitty. La raison pour laquelle ça se passe, c'est que The Kitty est répété tellement souvent qu'il vaut mieux stocker ça comme étant une entrée unique. Donc, à partir de cette idée-là, un grand nombre d'études se sont proposés, y compris des modèles plutôt basés sur des principes bayésiens, mais qui reprennent exactement ce principe-là de description minimale. Donc ça, c'est une façon de voir le langage. Le langage, c'est une espèce de code compact qu'on va essayer d'apprendre au mieux possible. Une autre façon complètement différente de voir l'apprentissage du langage, c'est de le voir comme un problème de traduction. Donc là, l'idée, c'est que vous imaginez que l'enfant entend donc un input, mais également, il va se faire une représentation de l'intention de communication. Et donc, à partir du moment, si on suppose que l'enfant, non seulement il écoute, mais il comprend, il a une petite idée de ce qu'on essaie de lui dire, à ce moment-là, le problème d'apprentissage du langage, ça sera un problème de traduction. On va essayer de traduire cette représentation conceptuelle que l'enfant aura dérivée d'un côté, et de l'autre côté, la manifestation linéaire de ces concepts réalisés par l'adulte. Donc là, un certain nombre de chercheurs ont proposé, là je l'illustre dans le cadre de l'apprentissage des mots, donc le premier qui est réalisé, un algorithme de ce type-là, c'est Deb Roy au MIT. Donc là, il a fait un système dans lequel vous allez avoir d'un côté une caméra qui va filmer l'environnement que le bébé peut voir, et de l'autre côté, un micro qui va enregistrer ce que les parents vont dire. Donc là dans l'expérience qu'il a fait un corpus un tout petit peu artificiel où il a demandé aux parents de parler. Voilà, on leur donne un objet et le parent devait parler cet objet-là à leur enfant. D'accord ? Et donc ensuite, son système est capable de stocker de façon conjointe les images, des descripteurs des images et des descripteurs du son, et ensuite dans une mémoire à court terme, et ensuite dans une mémoire à long terme, d'extraire les corrélations qui existent entre les deux. Donc ça, c'est une idée donc, qui a déjà été réalisée en 2002, et puis il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, un papier un peu plus récent de Oko Rasanen, qui a essayé de faire la même chose avec de la parole, un corpus un peu plus étendu, et puis d'autres travaux ont suivi. Voilà. En fait, il y a une troisième idée qui voit le langage de façon encore un petit peu autre. C'est une idée qui est que le langage est avant tout là pour communiquer. Et donc, en fait, ce n'est pas tellement le cas que l'enfant va copier, essayer d'extraire les propriétés statistiques de ce qui est autour de lui, mais que l'enfant et l'adulte vont rentrer dans une boucle de communication, et dans cette boucle de communication, le langage va émerger. Alors bon, là, les gens qui travaillent dans cette ligne-là sont plutôt issus de la robotique. Donc là, on a le travail de Luke Steels avec les Talking Heads, où on a ici deux robots qui sont juste des caméras qui vont discuter entre eux pour faire émerger, disons, des conventions sur comment nommer différents objets qu'ils peuvent tous les deux voir de façon conjointe. On a de façon un peu plus récente des travaux de différents groupes, dont le groupe de DeepMind et le groupe de OpenAI, qui essayent de faire émerger des protocoles de communication entre des agents qui interagissent dans un monde virtuel. Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu ces développements de l'IA développementale. Donc ce qui est intéressant avec ces approches-là, c'est qu'on a des approches qui sont vraiment computationnelles, qui essayent de faire des modèles qui tournent. Évidemment, ce qui reste à faire, c'est de savoir si tout ce qui a été proposé comme algorithme ici a la moindre chose à voir avec la façon dont l'enfant apprend le langage. Donc pour résumer ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, donc on a vu les cadres conceptuels de la psycholinguistique qui ne proposent pas des modèles effectifs, c'est juste des descriptions verbales, qui essayent de prendre en compte l'intégralité des données disponibles aux enfants et qui, disons, vont avoir seulement une capacité réduite à vérifier si leurs explications sont compatibles avec les données, puisqu'on en reste un domaine verbal. Vous avez l'IA... les langues artificielles qui, elles, donnent des modèles effectifs et font une comparaison directe entre le modèle et l'enfant, mais les données ne sont pas réalistes puisqu'il s'agit de langues artificielles. La linguistique formelle qui donne des preuves d'existence
mais qui a des entrées idéalisées. Et vous avez l'IA développementale qui, elle, donne des modèles effectifs, mais on ne sait pas si ça s'applique à l'enfant. Et donc, l'approche que moi j'essaye de développer depuis 4 ou 5 ans, avec d'autres équipes dans le monde, c'est ce que j'appelle l'approche d'ingénierie inverse, qui essaye en fait de prendre ce qu'il y a de mieux dans chacune de ces approches-là, c'est-à-dire de proposer des modèles qui soient des vrais modèles effectifs, qui tournent réellement sur du signal réaliste, en utilisant des vraies données, et qui puissent se comparer avec ce que fait l'enfant. Alors, je vais vous présenter un petit peu les bases de cette approche-là, en posant des questions sur les 3 aspects de cette approche, qui sont un petit peu des questions qui font un peu controverse, parce que d'une certaine façon, c'est un petit peu une approche extrême. Donc, la première question qui se pose, c'est est-ce que vraiment c'est important d'utiliser des données, de faire des modèles qui utilisent les données disponibles à l'enfant, plutôt que de faire des simplifications. Donc, évidemment, la simplification, c'est quelque chose qui est très important en sciences. Si on ne simplifie pas les problèmes, on ne peut rien étudier du tout. Okay. Moi, ce que j'essaie de vous convaincre ici, c'est que le problème de simplifier les données d'entrée d'un algorithme qui essaie d'apprendre, malheureusement, ça change la nature du problème. Et donc, à partir du moment où on simplifie, on étudie autre chose que ce qu'on est censé étudier. Et donc ça, c'est un sérieux problème. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de cette étape de prendre les vraies données. Donc je peux illustrer ça par ce qui a déjà été fait, dont je vous ai parlé sur l'apprentissage des phonèmes. Donc l'idée de l'apprentissage des phonèmes, qui a été l'apprentissage distributionnel, hein, c'est que, en gros, si on regarde le signal, on a ici, vous avez un continuum entre P et B, et si vous faites des enregistrements, vous faites des mesures en américain, vous allez trouver 2 pics statistiques. Et donc l'idée, c'est que le bébé, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectue des statistiques pour arriver à apprendre les phonèmes, les consonnes, les voyelles, le salant. Donc un certain nombre de modèles computationnels ont été proposés, qui sont listés ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ils ont tous été testés avec finalement des données fausses, des données inventées, des données synthétiques. Alors voilà ce qui se passe quand on prend des vraies données et qu'on essaye de faire tourner ce genre d'algorithme de clustering statistique. Vous voyez un signal continu ici. Et donc en fait, si on essaie de découvrir des morceaux du signal qui sont relativement homogènes, on aurait envie de faire un découpage comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'en vert, ici, vous avez les vraies frontières de phonèmes telles qu'elles se produisent quand on demande à un phonéticien de mettre des frontières de phonèmes. Et ce que vous voyez, c'est que certaines frontières coïncident, mais la plupart ne coïncident pas. On se retrouve avec beaucoup trop de frontières et qui ne sont pas au bon endroit. En fait, si on regarde également d'un point de vue phonétique, maintenant si je vous donne la transcription, cette phrase est « je prendrai un taxi », vous avez ici un R, je prendrai, et un autre R, prendrai, qui, en fait, d'un point de vue acoustique, sont complètement différents, alors qu'on les entend comme étant le même phonème. Du coup, si on essaye de faire tourner ces algorithmes de distributional learning sur de la vraie parole, on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus rien à voir avec des phonèmes. En fait, on avait fait ça avec des collègues à Johns Hopkins en 2008. On se retrouve avec un système qui essaie de faire des clusters, et le système arrive à faire des clusters, mais les clusters sont des éléments beaucoup plus petits que les phonèmes et beaucoup plus variables, beaucoup plus contextuels. Donc le système apprend quelque chose. Ce que le système apprend à faire, c'est en gros ce que je vous ai montré ici, c'est à trouver des parties qui se ressemblent dans le signal, mais ces parties qui se ressemblent ne correspondent pas aux unités linguistiques telles que définies par les linguistes. Voilà, donc ça c'est une illustration. Ce problème a été retrouvé par d'autres chercheurs. Naomi Feldman et d'autres chercheurs ont essayé de faire un algorithme plus sophistiqué qui prenait en compte le lexique. Et donc dans ses premiers papiers, elle avait utilisé une langue artificielle, donc avec un marquage à la main des consonnes, et les voyelles étaient indiquées juste avec deux grandeurs de formants qui mesuraient à la main, etc., avec des très bonnes performances. Donc c'était un système qui arrivait à retrouver les consonnes, enfin les voyelles ici de l'anglais et du japonais. Mais dès qu'on s'approche de la langue naturelle, ici avec des données de moins en moins artificielles, vous voyez que les performances du système se cassent la figure et deviennent pratiquement au hasard. Le même problème se retrouve si on essaie de découper la parole. Donc, je vous ai présenté ce problème de découpage des mots avec l'exemple de la station
Concorde. Donc, les algorithmes actuels qui fonctionnent relativement bien pour trouver les frontières de mots, avec des performances de l'ordre de 80% correctes, évidemment, ils marchent bien quand on leur donne en entrée des lettres. Mais dès qu'on commence à se rapprocher du signal brut, en incorporant de plus en plus de variabilité jusqu'à partir du signal acoustique, on a des performances qui deviennent extrêmement mauvaises à cause de ce problème de variabilité. Donc vous voyez qu'un même algorithme, un algorithme qui semblait avoir résolu le problème d'apprentissage, en fait, n'a rien résolu du tout si on commence à s'approcher des vraies données, des données qui sont disponibles au bébé. Donc, autre forme de simplification qu'on souvent passe complètement inaperçue, c'est le problème de la mode, ce qu'on appelle mode de présentation. En gros, c'est l'idée que les parents, en fait, simplifient la langue pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais donc, il y a beaucoup d'algorithmes d'apprentissage qui s'en sortent de cette façon-là parce que l'expérimentateur a simplifié la langue et donc, du coup, l'algorithme apprend bien. Dès qu'on simplifie, donc par exemple, une façon de simplifier, c'est de commencer par des phrases courtes ou de commencer par des mots en isolation, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment une question empirique, du coup, maintenant, qui se pose. Est-ce que les parents, d'une part, effectivement sont pédagogiques? Est-ce qu'ils vont simplifier l'input pour rendre la tâche plus facile à l'enfant? Et d'autre part, est-ce que ça se produit dans toutes les cultures? Donc on se retrouve avec le même problème de tout à l'heure que finalement beaucoup de choses qu'on a apprises sur l'apprentissage du langage dérivent des études qui ont été faites aux États-Unis dans des familles plutôt aisées. Est-ce que ce type de simplification de l'input est systématique ou pas? S'il n'est pas systématique, ça veut dire que notre algorithme d'apprentissage doit pouvoir résister au cas où on ne lui fait pas un curriculum particulier. Un autre problème qui est peut-être encore plus fondamental, c'est celui de la sélection des données. À savoir que les algorithmes d'apprentissage qui sont souvent proposés sont des algorithmes qui sont finalement à qui l'expérimentateur a sélectionné des petits morceaux de données bien propres pour faire cette entrée. Donc là, on ne parle même plus de la simplification des données, on parle du filtrage, élimination du bruit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en réalité, si on regarde les langues, la variabilité des langues à travers le monde, on s'aperçoit que ce qui compte comme un signal et ce qui compte comme un bruit n'est pas universel. Prenez les langues signées, par exemple. Bon, là, je suis en train de faire des signes avec de bouger, etc. Ce n'est pas un input linguistique pour vous. Vous considérez que c'est juste un mode d'expression. Mais maintenant, si j'étais dans un environnement sourd-muet, finalement, ce que je peux faire avec ma gorge ne sera pas pris en compte. Et en revanche, ce qui sera pris en compte comme input linguistique, c'est les signes que je peux faire. À l'intérieur même du signal audio, vous avez des langues qui vont utiliser des signes, des clics comme ça, qui sont considérés comme, dans beaucoup de langues comme étant simplement des artefacts non linguistiques, etc. etc. Donc, on peut faire, donc vous voyez qu'en fait, le problème de la sélection des données est un problème fondamental qui est souvent complètement ignoré dès lors qu'on simplifie les données. Alors, pour résumer ce que j'ai dit jusqu'à présent, la simplification, c'est utile, mais dans le cadre de la prenabilité, c'est extrêmement dangereux de simplifier les données, parce qu'à ce moment-là, on n'étudie pas le problème qu'on est censé étudier. Alors, heureusement, il existe maintenant des techniques qui nous permettent de faire des enregistrements, et donc de pouvoir acquérir des données qui sont les plus proches possibles de ce que l'enfant entend dans son cadre naturel. Ça fait disons, plusieurs années que les chercheurs ont fait des enregistrements soit en laboratoire, soit à la maison avec un expérimentateur qui venait, une caméra. Donc, ce n'était pas extrêmement naturel pour les parents de se comporter normalement avec quelqu'un qui suit le bébé partout, qui est avec une caméra sous le nez. On commence à développer des systèmes beaucoup plus discrets, donc où on met un petit enregistreur dans un vêtement de l'enfant. Et du coup, ça permet de faire des enregistrements qui durent plusieurs journées, qui permettent d'obtenir des comportements un peu plus naturels. Donc il y a plusieurs programmes de recherche qui se sont développés et qui commencent à accumuler des données de ce genre-là. Alors, si on imagine qu'on a des données plus fiables, plus naturelles, plus écologiques, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que les algorithmes vont pouvoir les traiter. Et là, c'est le problème du passage à l'échelle des algorithmes. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en psycholinguistique, on développe des algorithmes, mais ce ne sont pas des algorithmes qui sont capables de traiter des données à grandeur réelle. Et donc, la question maintenant, ça va être, est-ce qu'on peut utiliser les avancées récentes en machine learning pour arriver à traiter ces données massives qui vont arriver?
Donc le problème maintenant va se poser du point de vue d'un algorithme. Donc comment est-ce qu'on pourrait construire un algorithme qui apprend le langage? Donc une façon de voir les choses, c'est cette espèce de problème, on peut le poser comme ça. Imaginez que vous êtes un linguiste de terrain qui allait dans un pays avec une langue que vous ne connaissez pas. Votre but est de reconstruire la grammaire de la langue, donc ça jusqu'à présent ça va, sauf que vous êtes muet. Et donc vous ne pouvez pas parler avec les informants. En gros, c'est la situation du bébé. Le bébé ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas poser de questions. Est-ce qu'il y a une distinction entre pain et bain ou entre right et light? Le bébé ne peut pas faire ça, en tout cas au début. Néanmoins, le bébé arrive à apprendre les phonèmes et à apprendre les mots, etc. Et donc, c'est finalement, le bébé est en train de résoudre un problème plus compliqué que le problème du linguiste. Alors, pour avoir une approche d'ingénierie sur ce type de questions, ce qu'on a fait dans notre équipe, c'est de lancer des challenges. Parce que finalement, c'est un problème tellement compliqué qu'un seul laboratoire ne peut pas y répondre. Et donc, on a posé cette question-là à des ingénieurs. On leur a donné, on a fabriqué des datasets avec une langue, sans aucun label. Et on leur a demandé, voilà une langue complètement inconnue, vous devez trouver des représentations sous-lexicales, donc en gros des consonnes et des voyelles. Ça, c'est le track 1, c'était le track 1 du challenge. Le deuxième track, c'était vous devez découvrir des mots. Et puis, on a mis ce dataset, on a mis un deadline, et puis on a ensuite vu ce qui allait sortir. Et donc, on a vu un certain nombre d'équipes internationales qui se sont mis à travailler sur cette question, qui pourtant n'a pas un grand intérêt d'un point de vue ingénierie, mais qui, en fait, est très intéressant si on veut essayer de comprendre ce que fait le bébé. En fait, la raison pour laquelle il y a autant d'équipes qui se sont intéressées à ce problème-là, c'est que ce problème de l'apprentissage, on va dire, non supervisé des consonnes et des voyelles et des mots, se pose pour un grand nombre de langues. En réalité, il y a beaucoup de langues, en fait, la moitié des langues dans le monde n'ont pas de système orthographique suffisamment stable pour permettre, disons, de déployer les techniques qui sont utilisées actuellement par Google, etc., IBM, Microsoft. Et donc, un certain nombre de laboratoires se disent qu'est-ce qu'on va faire pour traiter le cas de ces langues, les différentes langues, par exemple d'Afrique du Nord, autour de l'arabe, sont un cas particulier où on a une langue écrite mais qui ne correspond pas à la langue orale du tout. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on est pratiquement dans la même situation que celle de l'enfant, où on a un système avec des sons, des mots, etc., mais on n'a aucune annotation linguistique qui nous permet de réellement faire un apprentissage de type apprentissage supervisé. Donc du coup, voilà. Donc, beaucoup d'équipes se sont intéressées à la question. On a organisé 2 challenges, un en 2015 et un en 2017. Et voilà, donc autour de ces deux questions, découvrir une représentation acoustique et découvrir des mots. Alors, pour ce qui est de découvrir des représentations acoustiques, c'est en fait quelque chose qui a intéressé les chercheurs depuis très longtemps et des chercheurs de communautés très différentes. Vous avez d'un côté des chercheurs inspirés par les neurosciences et par la psychoacoustique qui ont essayé de proposer des modèles computationnels du traitement auditif. Donc, ce traitement auditif arrive à des cartes plus ou moins proches d'un spectrogramme, mais qui, en fait, essaye d'extraire des représentations qui seraient invariantes par rapport au locuteur, par exemple, et qui seraient capables d'amplifier des différences linguistiques pertinentes. Donc là, vous avez ce type de modèle-là. Vous avez des modèles ici qui sont plus des modèles liés au connexionnisme, qui simplement essayent différents types d'astuces computationnelles pour faire de la clusterisation ou pour arriver à des représentations relativement compactes du signal. Et puis vous avez des modèles plutôt symboliques, bayésiens, qui essaient de directement trouver des unités discrètes. Comment est-ce qu'on compare tous ces modèles? En fait, et donc on a eu des soumissions dans ce challenge qui relevaient de ces 3 approches. Et pour pouvoir les comparer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer à ces modèles les mêmes genres de tâches qu'on ferait passer au bébé ou à un adulte, c'est-à-dire des tâches de discrimination. Et donc on a dit, voilà, je vous donne un signal acoustique pour bas, un autre pour ga, et un troisième pour ga, mettons, qui est dit par un autre locuteur. Ce que vous allez me donner, c'est une représentation qui peut être un vecteur, une matrice, des probabilités, qu'on va comparer de sorte qu'on voudrait que le ga, ici, soit plus proche de... Je ne sais pas si vous voyez...
ce token-là doit être plus proche de celui-là que de celui-là. Donc si votre représentation est capable de passer ce test-là, de passer le test de discrimination, on va lui donner un bon score. Voilà, donc ça c'est le test qu'on a fait, et à partir de là, on a obtenu un grand nombre de réponses qui ont illustré des idées différentes de la façon dont on peut résoudre ce problème. Donc je vais essayer de vous résumer toutes ces contributions-là. Il y a à peu près maintenant une vingtaine ou une trentaine de contributions différentes qui ont été faites à ce challenge. La première idée, c'est en fait la même idée que celle qui a été proposée par les chercheurs en psycholinguistique, l'idée d'un apprentissage bottom-up. C'est qu'on part du signal acoustique et on va représenter ça directement en faisant des analyses statistiques sur cet input. Donc je vous ai déjà parlé de l'approche qu'on a réalisée avec des chercheurs à CMU. Et je vous ai dit que ce qu'on trouve, ce n'est pas des phonèmes. Mais en fait, ici, la question est un peu différente. La question, c'est de pouvoir, peu importe si on a trouvé des phonèmes ou pas, la question, c'est de savoir si deux tokens de bas sont plus proches l'un de l'autre que bas et ga. C'est ça qu'on veut. Et donc, du coup, si le système trouve autre chose que des phonèmes, ce n'est pas très grave du moment qu'il passe le test. Alors, plusieurs types d'approches ont été proposées. On a des approches avec des auto-encodeurs. Donc, vous partez d'un signal et vous essayez de le reconstruire en passant par une représentation intermédiaire extrêmement compacte. Vous avez des modèles probabilistes et des modèles discrets. En gros, tous ces modèles-là illustre la même idée, c'est l'idée de compression d'informations. Ça correspond en fait à la première idée qui avait été proposée pour l'apprentissage du langage. C'est l'idée que finalement les phonèmes, les consonnes et les voyelles, c'est une représentation extrêmement compacte du signal. Si vous calculez le nombre de bits dont vous avez besoin pour calculer un spectre acoustique, vous arrivez à cette grandeur-là. Si vous la représentez maintenant en termes de phonèmes, vous avez une réduction de 200 de la taille de votre fichier qui encode le signal. Donc voilà, donc l'idée c'est que la représentation linguistique dans ce cas-là, c'est vraiment simplement une façon de résumer de façon extrêmement compacte un signal. Alors une deuxième idée qui a été proposée, qui est assez différente de la première, c'est l'idée que en réalité l'apprentissage des phonèmes et des mots n'est pas quelque chose de distinct, mais doit être fait de façon conjointe. Donc l'idée, c'est qu'il existe des synergies entre ces deux niveaux. Et donc les synergies, donc ça revient à dire que, par exemple, si je sais que pain et bain sont deux mots différents, alors je sais que P et B sont deux phonèmes. Donc ça, c'est l'information qui vient du bas. L'information qui vient du haut, évidemment, si je sais que P et B sont deux phonèmes, alors je vais pouvoir plus facilement distinguer pain et bain. Donc en fait, l'idée, c'est que ce qu'on a appelé une dépendance, une codépendance, le problème de la poule et de l'œuf, en réalité, c'est plus un problème si on essaie d'apprendre les deux niveaux en même temps. Au contraire, si on essaie d'apprendre les deux niveaux en même temps, le fait d'avoir appris un petit peu des informations lexicales, ça va aider l'apprentissage sous-lexical et vice-versa. Avec l'idée des synergies, c'est qu'en fait, les contraintes qui sont liées à l'apprentissage d'un niveau ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc les erreurs qu'on va faire ne sont pas les mêmes erreurs qu'on va faire au niveau d'en dessous, et donc les erreurs vont s'annuler. Ça semble un peu magique, mais effectivement, c'est une idée qui est une idée intéressante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour découvrir des mots? Donc ça suppose on part des features, on trouve des mots, et ensuite, à partir de mots, on va essayer d'apprendre des phonèmes. Donc, il y a deux étapes là. Donc, étape trouver des mots. Donc, trouver des mots, en fait, c'est un problème qui est un problème de pattern matching assez classique pour l'intelligence artificielle. Vous imaginez que vous entendez des phrases. Donc là, vous représentez des phrases au cours du temps. Donc vous avez une représentation spectrale du phrase, vous avez le temps qui va, mettons, de haut en bas. Et là, vous avez le temps qui va de droite à gauche. Et ce qui va représenter un mot, en fait, c'est un morceau. Et là, ce que vous calculez dans cette matrice ici, c'est la similarité entre chaque tranche temporelle avec chaque autre tranche temporelle. Donc maintenant, un mot, dans cette représentation-là, ça va être une espèce de pattern diagonal de ce type-là. Donc là, ça, par exemple, ça correspondrait au mot chien qui est entendu ici et qui est entendu ici. Alors, donc, les algorithmes qui ont été proposés, c'est des algorithmes de matching. On essaie de trouver ces patterns diagonaux. Une fois qu'on a trouvé ces patterns diagonaux, on va essayer de les clusteriser pour obtenir un lexique. Et une fois qu'on l'a clusterisé, on va s'en servir pour découper la phrase. Voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, donc là, plusieurs algorithmes ont été proposés qui permettent de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut se servir de ces hypothèses sur les mots pour apprendre des phonèmes.
Donc là, c'est quelque chose qu'on a essayé au laboratoire. Si vous savez que vous avez deux exemples d'un même mot, ici on a l'exemple, mettons, du mot rhinocéros qui est dit par le père et rhinocéros qui est dit par la mère, bien que le fait que les deux morceaux de signal O, ici et là, sont très différents acoustiquement, comme vous savez que c'est le même mot, vous savez que c'est les mêmes phonèmes. Et donc du coup, vous pouvez induire un réseau de neurones à apprendre la même représentation. Inversement, si vous avez deux mots différents, vous pouvez considérer que tous les phonèmes sont différents, ce qui est le cas la plupart du temps, et donc du coup, vous pouvez apprendre de cette façon-là. Alors quand on fait ça, on apprend des choses qui ne sont pas du tout des phonèmes non plus, c'est des représentations qui sont beaucoup plus fines, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut décoder du cortex auditif d'ailleurs, mais qui permettent d'avoir cette représentation invariante et de passer le test dont je vous ai parlé. Alors ça ne va pas marcher complètement tout à fait dans tous les cas. Vous avez le cas des variations allophoniques, qui est bien connu en linguistique, et qui fait que si vous prenez un même mot comme canard, le R de canard va se produire, va varier en fonction du contexte dans lequel il se produit. Si vous dites un canard flottant, le R va être dévoisé, ça va être un R. Si vous dites un canard jaune, le R va être voisé, ça va être un R. Re et re sont deux phonèmes différents dans certaines langues. Il se trouve qu'en français, ce sont les mêmes. Donc en français, on apprend que ça soit c'est le même mot. Donc pour pouvoir résoudre ce problème, ce qu'il faut, c'est utiliser d'autres informations. Et donc on peut pousser cette idée des synergies un cran au-dessus en disant qu'on va apprendre des représentations sémantiques de ces différents mots. Donc là, on va s'apercevoir que canard et canard se produisent dans les mêmes contextes ou ont les mêmes référents, alors que canard et canal se produisent dans des contextes différents. Et donc, du coup, cette information-là va nous permettre d'apprendre de façon plus fine. Voilà, donc j'ai sauté un petit peu ces différentes idées. Je dirais que là, on commence à rentrer dans des points vraiment chauds de la recherche. Il y a un certain nombre de papiers très récents qui se sont intéressés à cet apprentissage, soit en utilisant le contexte des mots, soit en utilisant les informations cross-modales. Vous pouvez imaginer donc qu'un système apprenant va mettre en correspondance une image qu'il peut voir et une phrase qui va le décrire. Et ce système-là va permettre d'apprendre des représentations, y compris jusqu'à des représentations très bas niveau. Donc ça, c'est un papier qui vient de sortir de laboratoire de MIT et simultanément d'un laboratoire à Tilburg, qui montre qu'il est possible d'apprendre à grande échelle ce type de représentation en mettant en correspondance du son et des images. Voilà. Cet été, on a organisé un workshop de cette façon-là. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc je vais terminer par la dernière phase de cette approche qui est très importante, qui est celle de tester les prédictions des algorithmes sur des enfants ou sur des adultes, de façon à vérifier que ce qu'on a proposé, c'est quelque chose qui ait une certaine pertinence. Alors, jusqu'à présent, en fait, je vous ai parlé de des tests qui sont réalisés en faisant, disons, l'idée, c'est d'essayer de faire des systèmes qui arrivent jusqu'à la performance de l'adulte, d'accord ? Et donc, en ignorant complètement ce qui se passe chez l'enfant. En fait, ça pourrait sembler être relativement peu pertinent, mais si on impose au système cette contrainte, à savoir d'être capable d'atteindre le niveau de performance de l'adulte, il y a déjà la plupart des modèles vont tomber. Donc c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Donc une illustration de ça, c'est quand on teste les modèles de syntaxe, par exemple, qui sont capables d'apprendre des représentations syntaxiques, ce qu'on appelle le langage modèle. La plupart de ces modèles-là qui sont développés actuellement pour l'apprentissage profond donnent des résultats qui semblent être relativement impressionnants. Là, vous avez un système qui a juste appris à associer un caractère avec le caractère suivant. Donc vous entraînez ce modèle avec du texte ou des phonèmes dans lequel vous présentez une lettre et le système doit prédire la lettre qui suit. Et ensuite, une fois que vous avez prédit cette lettre-là, vous recommencez, etc. Donc c'est des systèmes qui sont a priori très impressionnants puisqu'ils peuvent ensuite générer du texte. Donc là, j'ai pris un modèle connexionniste de ce type-là, je l'ai entraîné sur l'œuvre de Molière, et voilà ce genre de choses qu'il peut produire. Donc on a un système qui semble être capable d'apprendre de la syntaxe, puisqu'en tout cas, on se retrouve au moins avec un lexique et sans doute certaines dépendances à plus ou moins longue distance. En réalité, quand on le teste
et qu'on essaie de comparer avec la performance des adultes, des humains, on s'aperçoit que les performances sont extrêmement mauvaises dès qu'on leur fait un test précis. Donc là, le test en question, c'est un test qui consiste à regarder si on est capable de faire un accord entre le nom et le verbe. Donc en anglais, vous avez cette phrase-là, « the key is on the table », c'est une phrase correcte, mais « the key are on the table », ce n'est pas une phrase correcte. D'accord ? Donc ce que les humains sont capables de faire, c'est ce que Stanislas a mentionné tout à l'heure, les dépendances à longue distance. En réalité, ce n'est pas une affaire d'être un accord immédiat entre les deux mots qui se suivent, puisque vous pouvez avoir « the keys to the cabinet are on the table ». Donc cabinet ici est au singulier, alors que le verbe est au pluriel, puisque le verbe s'accorde par-dessus cet item-là. Et vous pouvez continuer ici à rajouter des mots, à avoir des phrases enchâssées de plus en plus longues. Les humains adultes seront encore capables de faire l'accord correctement. Ici, vous avez les performances d'un système automatique, artificiel, qui a été fait avec le deep learning. Et là, vous avez le nombre d'erreurs que fait le système quand on est dans ce cas-là, où on n'a aucun mot qui sépare les deux. Et vous voyez que le système ne fait pratiquement aucune erreur. Donc le système est parfaitement capable de repérer les dépendances immédiates. Mais dès qu'on introduit un mot entre les deux, le système se retrouve au hasard. Alors, ça ne se voit pas quand on fait un test en fait, sur quand vous utilisez les systèmes de Google, de translation, etc., qui sont actuellement sur le web. C'est des systèmes qui sont basés sur ce type de modèle. Vous ne repérez pas les erreurs parce qu'en fait, la plupart des phrases qu'on utilise dans la vie de tous les jours ne comportent pas des effets à longue distance. En fait, on peut parfaitement bien simuler un comportement linguistique normal en n'ayant pas de syntaxe. Et ça, on le sait quand on étudie les patients aphasiques, par exemple. Les patients aphasiques peuvent parfaitement arriver à passer dans la vie de tous les jours parce qu'ils n'utilisent pas la plupart des phrases en fait ne nécessitent pas une syntaxe très poussée. Ici, vous avez le nombre de phrases dans un corpus naturel qui comporte soit aucun mot entre le nom et le verbe. Là, vous en avez 1 million. Et vous voyez que le nombre de phrases qui va avoir un cas difficile comme celui-là chute énormément. Et donc, comme le système est entraîné à ne pas faire d'erreur sur les corpus en moyenne, en fait, le système se débrouille très bien à prendre simplement le cas le plus simple. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de comparaison entre l'adulte et le système. Après, on peut faire des comparaisons plus fines enfant-machine. Je vais vous sauter les choses là-dessus. Je vais vous donner juste 2 exemples de prédictions qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un algorithme, le faire tourner sur un corpus de paroles dirigées aux enfants, et ensuite regarder les erreurs que fait l'algorithme. Une fois qu'on a des erreurs, on peut se dire, est-ce que l'enfant fait les mêmes erreurs ? Si l'enfant fait les mêmes erreurs, ça veut dire que l'enfant peut-être utilise le même algorithme. D'accord ? Donc ça, c'est une façon de tester plus finement, donc maintenant au cours du temps, de suivre le développement. Donc là, voilà des exemples d'erreurs que fait un algorithme de segmentation. Si on lui donne la parole dirigée aux enfants, il va dire que tous les, par exemple, c'est un mot. En fait, tous les, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Là, c'est vais pas, n'a plus, pas sûr, veut dire. Tout ça, c'est des segments finalement qui sont assez fréquents dans la parole qui est dirigée aux enfants. Et l'algorithme se trompe dans le sens qu'il va les segmenter et proposer ça comme étant des mots. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces mots-là, on les a présentés à l'enfant, et on a regardé si l'enfant, lui aussi, il les considérait comme des mots. Et la réponse est oui, de façon surprenante. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez des mots comme ça qui sont très fréquents, et vous allez les comparer avec des séquences identiques, disons dérivées de la même façon, mais beaucoup moins fréquentes. Et vous avez ici le taux de regard de l'enfant à des choses qui ne sont pas des mots, qui sont fréquentes versus non fréquentes, et vous avez une différence de temps de regard. Vous avez une différence beaucoup moindre quand la fréquence de cet item-là est plus faible. Et ici, vous avez 2 courbes qui montrent des vrais mots de même fréquence que ces non-mots-là, et l'enfant ne les distingue pas. Donc ça, c'est une façon dont on peut tester la validité d'un algorithme à un âge donné. On va comparer les erreurs. Donc là, vous avez en fait quelque chose qui serait pris du point de vue adulte comme étant un problème pour l'algorithme, mais qui en fait peut être vu de façon positive comme une prédiction. Une autre façon de regarder les choses, là, qu'on a fait un peu plus récemment, on s'est demandé est-ce qu'on peut faire des prédictions sur le vocabulaire de l'enfant. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner différents algorithmes. Là, vous avez
8 algorithmes différents à qui on essaie de faire de la segmentation en mots. Donc c'est ce problème de trouver les frontières de mots. On a mesuré 2 choses. On a mesuré la performance de cet algorithme par rapport à l'adulte. Donc normalement, l'adulte devrait segmenter avec une performance de 1, et à 0, c'est très mauvais. D'accord ? Bon, donc là, vous avez différents algorithmes, et vous voyez que ça, c'est les performances du GOLD. Le GOLD, c'est la réponse du dictionnaire. Et vous avez certains algorithmes qui sont très bons, comme ces algorithmes-là. Par exemple, celui-là qui est basé sur les syllabes et celui-là qui est basé sur les phonèmes ont des performances de 0,8, donc très proches de celles de l'adulte. Mais ici, sur cet autre axe, ce qu'on a mis, c'est la corrélation entre ce que l'algorithme est capable de faire et le vocabulaire de l'enfant. Donc le vocabulaire de l'enfant, là, on l'a mesuré. C'est une technique assez classique qui consiste à demander aux parents, à donner des questionnaires aux parents et de leur faire remplir à différents âges quels sont les mots que l'enfant connaît. C'est éminemment subjectif et sujet à beaucoup de problèmes méthodologiques. N'empêche que cette technique-là a été validée. On a par ailleurs montré que les parents sont finalement relativement bons pour estimer le vocabulaire de l'enfant quand ensuite on le teste, ce vocabulaire en reconnaissance. Donc sur cet axe-là, vous avez la concordance entre les mots qui sont trouvés par l'algorithme et le vocabulaire de l'enfant à 18 mois, ou à 13 mois ici. Et là, vous voyez que vous n'avez pas du tout de corrélation entre les deux. Et le meilleur algorithme ici, qui est basé sur les probabilités de transition, c'est un des pires algorithmes d'un point de vue normatif, c'est-à-dire d'un point de vue de ce que fait l'adulte. C'est un algorithme très mauvais, il segmente extrêmement mal, mais il prédit très bien, il prédit mieux que les autres le vocabulaire de l'enfant. Donc ça, c'est une autre façon de regarder un petit peu, d'utiliser ce machine learning, c'est effectivement de tester ensuite. D'un point de vue d'ingénierie, on essaie de faire un algorithme qui marche le mieux possible, qui va essayer d'être le plus proche des performances optimales. Mais d'un point de vue de modélisation, ce n'est pas complètement évident. C'est possible que, finalement, en tout cas pour les premières années de vie, l'enfant utilise des algorithmes sous-optimaux. Voilà, donc pour résumer, je vous ai présenté cette idée de faire de l'ingénierie inverse, qui consiste à faire 3 choses, à utiliser des données réalistes, à utiliser des algorithmes qui passent à l'échelle, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'utiliser non pas des données artificielles, mais des vraies données du signal brut, on va dire, tel qu'il est disponible à l'enfant. Et ensuite, de tester ces algorithmes, de les valider, de les comparer avec des comparaisons empiriques par rapport à l'enfant. Donc ça, c'est ce programme-là. Je vous ai essayé de vous montrer que, il y a même si c'est un programme très compliqué, très difficile, il y a quand même des résultats qui ont été trouvés. Sur le problème de l'apprenabilité, donc on a développé cette architecture-là qui montre qu'on est capable d'apprendre des représentations comme des mots et des représentations sous-lexicales à partir du signal. Mais évidemment, cette architecture-là est assez spécifique. Donc là, pour rebondir sur ce que discute Stanislas dans son cours, c'est vraiment intéressant de voir à quel point ce type d'architecture va être spécifique à l'humain ou pas, ou est-ce qu'on retrouve certains de ces algorithmes-là qui auraient une réalité également dans d'autres espèces. Une autre chose qu'on a vue, c'est ce problème des codépendances entre les niveaux, qui était ce problème de poule et de l'œuf, en fait, peut être renversé et considéré comme étant plutôt un avantage. Le fait qu'on a toutes ces dépendances entre les différents niveaux linguistiques peut être en fait tourné à l'avantage de l'apprenant si l'apprenant essaie d'apprendre de façon simultanée grâce aux synergies ces différents niveaux. En ce qui concerne les trajectoires d'apprentissage, eh bien, pour ce qui est de la gradualité de l'apprentissage, on a soulevé l'hypothèse que peut-être l'enfant utilise des algorithmes non optimaux, sous-optimaux en tout cas au départ, et la simultanéité s'expliquerait à ce moment-là par le fait que l'enfant apprend de façon graduelle et simultanée. La simultanéité s'expliquerait par l'existence d'un algorithme, d'une architecture qui utiliserait ces synergies. Pour ce qui est de la résilience, je n'ai pas pu en parler, voilà, je vais m'arrêter là et prendre des questions. Merci beaucoup Emmanuel pour ce panorama extrêmement détaillé de l'état de l'art en quelque sorte. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être commencer par poser la première. Qu'est devenu le concept de l'état initial chez le très jeune enfant, c'est-à-dire cette idée que
on ne peut peut-être pas être complètement empiriste dans ce domaine et que l'enfant a besoin de bases d'architecture, mais aussi peut-être de connaissances de ce qui constitue les contrastes, par exemple des phonèmes de toutes les langues possibles, avant de pouvoir commencer à apprendre. On avait l'impression un petit peu dans ton exposé qu'on était revenu peut-être à une sorte d'empirisme total, qui est d'ailleurs parfois qui a des succès extraordinaires en intelligence artificielle. Par exemple, en ce moment, on a AlphaGo 0 qui arrive à gagner au jeu de Go et aussi au jeu d'échecs et à d'autres jeux en partant rigoureusement de aucune connaissance du jeu en particulier. C'est intéressant de voir qu'il y a des succès, des approches empiriques. Mais dans le domaine du langage, où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'il ne faut pas quand même supposer des compétences précoces des enfants en plus d'algorithmes d'apprentissage? En fait, quand on commence à jouer le jeu des algorithmes d'apprentissage, on s'aperçoit que ce que font les gens concrètement qui font du machine learning, c'est qu'ils modifient, ils travaillent sur leurs architectures. On change l'architecture, on n'a pas les mêmes résultats. Finalement, c'est ce qu'on appelle les hyperparamètres hein, dans un modèle d'apprentissage. Vous avez en gros, dans un réseau de neurones, ça correspond à l'architecture de réseau de neurones, mais ça correspond aussi aux règles d'apprentissage, aux représentations, aux connexions entre les différentes représentations. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est optimisé. Chaque fois que vous avez un papier qui sort, derrière, il y a des milliers et des milliers d'essais qui ont été faits avec différentes architectures. Et à la fin, l'architecture qui marche, en fait, incorpore des connaissances sur le problème, même si ce n'est pas décrit comme ça, et même si souvent, malheureusement, dans les papiers, on ne nous raconte même pas quels sont les milliers d'essais qui ont été tentés. Donc même, je dirais, les réseaux de neurones qui représentent, on pourrait dire, l'aspect le plus empiriste de ce type de modélisation, en fait, dans la pratique, les gens qui en font mettent énormément de connaissances dans leur système, ne serait-ce parce qu'ils optimisent leurs paramètres et leurs architectures. Et dans le cas de la phonologie, par exemple, je crois qu'on reste sur le plan empirique, en tout cas chez le jeune enfant, sur l'idée que le jeune enfant est capable de discriminer pratiquement tous les phonèmes de toutes les langues qui sont possibles dans le monde. Est-ce que c'est le cas dans les réseaux de neurones que tu nous présentes actuellement, ou est-ce qu'ils partent d'une espèce de continuum dans lequel il n'y a pas de discrimination précoce ? En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites chez l'enfant, ne permettent pas réellement de répondre à cette question, puisqu'en fait, la plupart des expériences ont été faites avec juste un seul stimulus. Donc, à partir du moment où vous avez une représentation cochléaire de ces stimuli-là, vous pouvez faire la tâche. Donc, le fait de pouvoir discriminer de façon extrêmement fine beaucoup de sons, ça c'est quelque chose qui est donné gratuitement dès lors qu'on a une représentation relativement... Oui, les données, c'est aussi qu'ils ne discriminent pas, c'est-à-dire qu'ils ont une perception catégorielle. Il y a des frontières, et ils discriminent mieux certaines frontières que des discriminations physiques, enfin des distances physiques similaires à l'intérieur d'une catégorie. C'est là où ça devient un petit peu plus délicat, et en réalité, moi je dirais que on a beaucoup de données qui sont des données positives. Les données négatives manquent un petit peu, et en particulier des données qui montreraient un cas positif et un cas négatif, toutes choses égales par ailleurs. Bon, vous savez qu'on a un problème de réplicabilité en sciences cognitives qui a été beaucoup discuté. Dans le cas des expériences enfants, en fait, on se retrouve avec un problème identique, avec beaucoup de bruit dans les données. Et donc, en fait, si on voulait comparer ce qui est capable de faire un modèle qui utiliserait uniquement, mettons, un cochléogramme d'un côté et un modèle qui mettrait beaucoup plus de connaissances, par exemple avec des discontinuités à certains endroits, il faudrait faire des expériences avec une puissance beaucoup plus grande que celle qu'on a actuellement. Donc ça, c'est un petit peu un problème, je dirais, de l'approche en général, c'est que ce type d'approche arrive à des descriptions et des prédictions quantitatives extrêmement fines, qui risquent d'être un peu plus fines que ce qu'on est capable de tester réellement. Et donc, sur cette histoire de savoir s'il existe, par exemple, un alphabet phonétique international qui serait pré-câblé dans le bébé, qui est un petit peu l'hypothèse de Pat Cool, versus un modèle finalement beaucoup plus proche on va dire, de l'audition. On prend un système auditif semblable à celui des mammifères, et simplement on fait de l'apprentissage statistique dessus, je dirais que la question reste ouverte. D'accord.